Nous invitons aussi à cette journée les industriels. Nous en avons quelques-uns, donc Patrice Couchet, bien sûr, qui représente sa société, mon frère Raymond qui représente la société des Flèches Passot, et beaucoup d'excuses de Madame Coura, CTM par exemple, et des Cocolores. Les présidents de société, je vois Madame Giroux, qui représente l'association du club du troisième âge, des jeunes, et monsieur le receveur de la Poste est présent, ça nous fait très plaisir. Le secours mutuel Maurice Duverger, la double casquette, les Nordans, la musique, monsieur Desplanches, etc., etc. Nous, en tout cas, au nom du conseil municipal, très sincèrement, nous vous souhaitons une très bonne année 96 pour vous, vos familles et vos projets. Toujours avoir des projets. Notre village de Saint-Victor-sur-Ain aura connu un chantier important, voire historique, payé par le département de la Loire, puisqu'il a décidé de réaliser le dernier tronçon de l'itinéraire classé d'intérêt général entre l'hôpital sur Ain et la frontière du département du Rhône au Moulin Blanc. Cet investissement a été décidé puisque cette zone a été jugée très accidentogène. En effet, de triste mémoire, nous nous souvenons de plusieurs accidents mortels, des blessés et des sorties de route sur ce secteur. Sur l'image, nous constatons l'ancien itinéraire, qui à cet endroit précis d'ailleurs, était celui qui s'enfonçait sur la droite. Il était donc urgent de le reprendre. Et en particulier, nous arrivons sur ce secteur le plus dangereux, avec un accès à gauche, direction Saint-Jean-la-Bussière, et sur nos hameaux de Saint-Victor, de Péricard-Roncheval. Enfin, il fallait protéger l'entrée de notre zone artisanale et industrielle. Et cette surélévation nous permet toute sécurité à tout niveau. Il est à signaler que ces travaux ont pu être réalisés très rapidement grâce aux propriétaires riverains qui ont cédé leur terrain, et en particulier, je nommerai le principal, M. Fernand Georges, qui nous a largement simplifié la tâche. Nous sommes maintenant donc sur la route rectifiée, la route nouvelle, qui sera définitivement la nôtre pendant de longues années, voire des siècles. L'année 1996 aura été également une année historique pour nos voisins et amis de Combre et pour nous-mêmes, puisque nous utilisons souvent cette route départementale appelée communément la montée de Combre. Nous avons voulu gagner en sécurité et en rapidité l'accès à ces communes et celui de Roanne en éliminant le dernier tronçon de cet itinéraire, le virage qui, à mon sens, était le plus dangereux, en particulier l'hiver, pour permettre également, avec l'avis du Conseil général du canton de Péreux, puisque Combre appartient au canton de Péreux, essayer de conserver ces platanes centenaires et peut-être imaginer une animation autour d'eux, en supprimant l'itinéraire où stationne ce camion, pour découvrir finalement ce nouvel itinéraire directement et en toute sécurité en direction de notre commune. En novembre 1993, la commune s'est portée acquéreur des bâtiments de l'ancienne gare de SNCF. Dès lors, le conseil municipal a réfléchi sur les opportunités d'utilisation et de reconversion de ces locaux. Donc, plusieurs thèmes se sont
définis, utiliser les locaux en musée avec des logements au premier étage, utiliser les locaux pour des parties artisanales ou utiliser l'ensemble pour faire des logements. Donc la solution retenue a été l'utilisation en logement. Donc nous avons confié ce bâtiment à l'office départemental d'HLM Loire-Abéta sous un bail à réhabilitation. Donc cette société a mis en place 4 logements, 2 logements F4 au premier étage, un logement F4 à rez-de-chaussée et un logement F3 à rez-de-chaussée, et a investi environ 1 million de francs de travaux pour réhabiliter cet ensemble. La réception, c'est pour quand? Vendredi. Vendredi? Ça sera fini? Les travaux ont porté essentiellement sur la redistribution intérieure des locaux pour conserver un maximum le rendu du bâtiment initial, ancienne gare des voyageurs, qui était le souhait premier de la municipalité. Le verger en dessous de l'église n'étant plus jardiné ces dernières années, la commune a donc réfléchi sur l'utilisation de ce tènement. Il a paru opportun, vu le peu de parking disponible dans le centre du village, d'en réaliser un espace stabilisé, de façon à pouvoir accueillir des véhicules lors des grandes manifestations ou des messes le dimanche, et l'utilisation de proximité des riverains. Des sondages préalables nous ont permis de déceler une épaisseur importante de terre végétale provenant donc des travaux de l'église. L'évacuation massive de cette terre végétale a permis de réaliser la planimétrie du tènement. Par cet investissement créant une vingtaine de places de parking, nous avons voulu régler le problème de la circulation dû au stationnement dans la rue en contrebas. Le conseil municipal souhaite que les riverains, leurs familles et leurs amis qui les visitent, utilisent régulièrement ce service à quelques mètres de leur domicile. Et dis-moi, raconte-moi ta course. Mon course, j'ai pédalé, Et puis? j'ai tourné, j'ai avancé, j'ai roulé, j'ai doublé. Et
J'ai. Doublé. Et puis Je ne me suis pas laissé doubler. Je suis arrivé et puis j'ai gagné. il faut... La fête patronale est un moment fort de l'animation de notre village. Cette année, Christian Giraudon vous propose les courses à vélo qui ont lieu à divers degrés, donc les petits, les ados et les grands. Ils rivalisent entre eux et désignent à chaque fois un gagnant. Et cette année, dans cette compétition, donc c'est le jeune Jean-Stéphane Patet, second Gaëtan Poyer, et bravo à tous les participants. Je profite de l'occasion d'ailleurs pour remercier une nouvelle fois tous les bénévoles de ce comité des fêtes qui aura besoin de beaucoup d'idées et beaucoup d'encouragement de toute la population pour continuer cette activité nécessaire. Dis-moi Fabien, la course a été dure? Eh ben oui. Un peu plus? À l'occasion des Journées nationales sur l'environnement, la municipalité de Saint-Victor propose aux écoles du canton et aux adultes 2 journées portes ouvertes ayant pour thème le rôle et le fonctionnement de la station d'épuration. Construite en 94-95 dans le cadre du contrat de rivière propre, elle permet d'obtenir des rejets de niveau F, c'est-à-dire qu'elle dénitrate et elle déphosphore. Ces 2 traitements améliorent très sensiblement la qualité des eaux du Rhin. Durant ces journées portes ouvertes,
4 ateliers étaient proposés aux visiteurs. Circuit de l'eau, traitement des eaux usées, l'entretien de la station, le coût de l'eau. Il faut savoir qu'en moyenne, un habitant de Saint-Victor utilise pour ses besoins propres 80 litres d'eau par jour et que globalement, la station épure 70 000 litres jour, soit 25 000 mètres cubes d'eau par an. L'entretien du réseau de la station ainsi que tous les investissements sont à la charge de la collectivité, ce qui représente environ un coût de 250 à 300 francs par famille et par an. Ces équipements, ainsi que le bon fonctionnement de la station, sont suivis très régulièrement par des organismes agréés et compétents. Ces bactéries, comme elles ont de l'oxygène, elles se développent. Et pour qu'elles se développent, il faut leur apporter à manger. Et ces bactéries, elles ont une spécificité, c'est qu'en fait, elles sont capables de manger la pollution. Rien qu'avec l'analyse des différentes bébêtes qu'elles peuvent voir au microscope, elles sont déjà capables de faire un diagnostic en disant on trouve tel type de bactéries, ça veut dire que la vie, elle vient de se faire dans la station. On trouve des bactéries filamenteuses, ça veut dire qu'on a un problème au niveau de la station. Donc, en fonction de la concentration et du type de bébête, de bactéries, de micro-organismes, on est capable justement déjà de faire un diagnostic. Donc on est capable de savoir effectivement ce qu'on rejette et ça nous sert nous à vérifier si le traitement que l'on fait, il est efficace ou pas. Pourquoi une foire à la brocante? Pour faire connaître la salle des Trois Chênes, le site, nous avons décidé d'organiser une brocante. Nous avons donc invité les professionnels, mais les amateurs pouvaient, s'ils le désiraient, vider leur grenier. Nous avons eu 48 participants, dont 17 professionnels. Dans la journée, à partir de 13 h, concours de pétanque. 32 doublettes primées. Nous avons eu un temps magnifique, ce qui a permis à 4000 personnes de nous rendre visite. Cela a été l'occasion pour les gens de Saint-Victor de se rencontrer. Devant le succès obtenu, Resto Mobile envisage de reconduire cette manifestation tous les 15 août. Nous essaierons d'améliorer la qualité des marchandises exposées en faisant connaître cette brocante à plus de professionnels encore. À l'intérieur de la salle, exposition de tableaux. Les participants, Alain Cheval, Émilienne Falconet, Delphine Dambe, René Granger, Alain Dupéret, Jean-Michel Cateau. Carte de téléphone, Paul Cadjonis. Timbre, René Chavanon. À partir de 12 h, nous avons proposé 2 repas. Un menu à 50 francs, un menu à 85 francs. À l'entrée de la salle, poulet frites ou paella à emporter, 30 francs la portion. À l'année prochaine, aux Trois Chênes.
Aujourd'hui, l'entente Saint-Victor-Amplepuis est opposée à Neulise, une équipe de la région du Rouennais. Notre équipe évolue actuellement en promotion d'honneur. Au classement, elle est 5e sur 10 équipes engagées dans la poule. Alors pourquoi une entente avec Amplepuis? La seule raison, c'est le manque d'effectifs à Saint-Victor, et pour permettre à nos 4 joueurs de pratiquer leur sport favori, l'équipe a été complétée avec des joueurs d'Amplepuis. Panier à 3 points de Lacroix, réussi, très bien. Contre-attaque d'Alex, faute, lancer franc, réussi. Cette année, la société compte 72 licenciés. C'est un nombre satisfaisant pour notre commune, en souhaitant qu'ils puissent se maintenir. Nous avons 8 équipes. Chez les jeunes, une équipe poussine, entraînée par Mireille Champal, une équipe minime fille, entraînée par Jean-Paul Bonnet, et Alain Prolac s'occupe des benjamins. Chez les adultes, une équipe senior fille en première série, managée par Dominique Chartier, une équipe senior fille en promotion d'honneur, dont s'occupe Marie-Jo Place, une entente garçon que vous voyez évoluer, et une équipe d'anciens qu'il ne faut pas oublier. Lancer franc réussi. Contre-attaque. Ah, panier raté d'Éric Longin. Belle action de Nover. 2 points. Une action solitaire d'Éric Longin. Panier accordé. 2 points. Ah, belle contre-attaque d'Olivier Péricard. Au panier. Ah, faute. Dommage. 2 lancers francs, bien sûr. Réussi, très bien. Lancer franc de Lacroix, raté. Belle récupération. Ah, Olivier Péricard récupère. 2 points, très bien. Belle action collective de Nover. Molise. Alors 2 points de l'équipe adverse, qui en ce moment tient la dragée haute à Nover. Ah, voilà la mi-temps. Je donne quelques consignes en défense et surtout en attaque pour que notre équipe puisse reprendre le match en main. Elle est menée de 10 points face à une équipe de Neulise qui pour le moment joue très bien. Ce match est très important pour nos joueurs, car si défaite il y a, l'équipe sera reléguée en première série. Donc il faut à tout prix revenir à la marque et gagner. Belle action d'Éric Longin, raté, dommage. En ce moment, nos verts se battent très bien sous les paniers. Belle action d'Alex, 2 points. Sous la pression du public, Saint-Victor revient à la marque. Un tir, une récupération. Belle contre-attaque d'Alex. 2 points nouveaux et faute. Donc il va certainement y avoir un tir. Les Verts en ce moment font tourner la balle. Pénétration d'Éric Longin, raté. Deux points d'Olivier Péricard. Très bien. Belle action collective. Soulagement des supporters et dirigeants. Les joueurs ont su mettre les consignes en pratique. Ils remportent ce match, ce qui leur permettra d'évoluer l'année prochaine, si toutefois nous pouvons renouveler l'entente en promotion d'honneur.
l'événement 1996 que vous avez le plaisir de regarder, de visionner maintenant. Il s'agit du concours de la commune organisé depuis maintenant plus de 10 ans par des conseillers municipaux ou adjoints. Je me souviens que c'était Georges Magnien qui avait lancé le premier concours, puis Anne-Marie Bronchard avait pris le relais, et maintenant c'est Yves Géant qui assure cette organisation. Vous assistez là vraisemblablement à une demi-finale. Vous reconnaîtrez Michel Montaigu, quelques spectateurs. Michel Montaigu qui est un habitué de ce concours, avec son collègue et voisin et beau-frère Jean-Luc Place. Ces adversaires sont d'ailleurs les deux beaux-frères, M. Thomas et Chattard. Une très belle boule de poing et un mauvais coup de Michel Montaigu. Il se rattrapera, j'en suis certain. La casquette ajustée, notre ami Jean-Luc devrait réussir son point. Oh, il a fait mieux dans le passé. Notre commerçant populaire Michel Pedro Valentin, qui à ce moment-là a l'occasion de faire de la gymnastique, c'est pas souvent que nous le vérifions dans cette position. Michel Creusy, qui a réussi un bon coup également. Il est content de lui. Michel Montaigu qui ne rate jamais deux coups de suite, sauf aujourd'hui. Absolument. Ah, il a la niaque, notre ami Jean-Luc. Il devrait réussir son coup. Ah, il n'a pas de chance, c'est sa faute. Il aurait dû placer sa première boule mieux. Le Niçois n'est pas vénard. C'est loupé et c'est perdu. Rendez-vous à l'année prochaine. Il faut un gagnant. Enfin, il en faut deux, puisque c'est une doublette. On n'est pas d'accord sur la tactique, mais peu importe, c'est fini. Et notre histoire reviendra l'année prochaine.
Madame Poinçon est née en 1909. La voici entre ses deux sœurs, enfants. Puis, en 1926, à l'école supérieure de Saint-Étienne. À cette époque, elle habite au foyer de la protection de la jeune fille, ici, sur une carte postale qu'elle a envoyée à ses parents. Après l'école normale, de 1927 à 1930, Madame Poinçon est institutrice. Avec son mari, elle consacre 18 ans de sa carrière à notre village et elle a bien voulu nous raconter quelques souvenirs. Pendant 12 ans, j'ai occupé la classe qui était attenante à la rue. J'avais 3 divisions au début avec 27 élèves. Ensuite, mon mari a été mobilisé pour de bon et nous nous sommes partagés les élèves avec Madame Boissier. Et alors à ce moment-là, j'avais 16 élèves au cours élémentaire première année et 18 au cours élémentaire deuxième. J'en avais donc 34. J'ai fait l'école normale de 27 à 30 et j'ai été nommée à Bully en septembre 1930, à Bully-Loire. Et je suis arrivée avec une lampe à pétrole, des fagots et un lit métallique. C'était bien. Mais au bout de 15 mois à peu près, j'ai été nommée après à Saint-Just-en-Bas pour rejoindre mon mari qui y était depuis 4 ou 5 ans. Saint-Just-en-Bas, c'était un poste. Il n'y avait ni boucher, ni moyen de communication, ni rien, alors je ne voulais absolument pas rester Saint-Just-en-Bas et nous sommes venus à Nau. Et à Nau, on est resté 5 ans jusqu'en 38. Lors de notre arrivée à Saint-Victor, il y avait un poêle unique dans la cloison qui chauffait très mal les 2 classes. Au bout d'un an, à force de réclamer, nous avons obtenu chacun un poêle en fonte, chacun une autre, avec de très longs tuyaux qui traversaient les classes. Le garde champêtre découpait les fagots en petits morceaux, et il nous fournissait le bois, mais mon mari, tous les matins, allait allumer les 2 feux, vidait les cendres et s'occupait de tout. Il a fait ça continuellement. Qui était le garde champêtre à l'époque? Le Riquet, souvent. Il y a eu M. Brosse, et après il y avait le Riquet, c'est-à-dire le beau-père de Nourri Goutte-Noire, M. Goutte-Noire. Nous n'avions de l'eau que dans le puits. L'eau était bonne, certainement, mais il y avait 2 étages à grimper. Et mon mari, pendant 16 ans, a monté les 2 seaux d'eau, il montait les 2 étages, il a monté l'eau continuellement. Pas de douche? Ah, rien. Un simple bac en zinc, et toutes les semaines, je passais mes gosses, quand ils arrivaient en pension, on les savonnait dans le bac. Pas de cabinet, un seau hygiénique, et qu'on transportait et qu'on allait vider dans les cabinets de la cour. Pour rincer le linge, nous avions la mare derrière les cabinets. Mais l'eau était entretenue, elle était claire, on y a même mis, je crois, du charbon de bois une fois. Du charbon de bois? Ben oui, le charbon de bois, ça assainit un peu. L'eau, ça a été une histoire. À Saint-Victor, mon mari était chargé de fabriquer l'encre aussi, et de garnir les encriers. Mais bien sûr, quelquefois, il y avait un petit peu de boue au fond des encriers. Et lorsque les hivers ont été très rigoureux, je me rappelle de certains hivers, quand les enfants arrivaient, il ne faisait pas très chaud et l'encre était gelée. Et on disposait tous les encriers sur le poêle de façon à faire dégeler l'encre. Mais ils ne cassaient pas les encriers? On ne les laissait pas très longtemps. Hein. Puis, pendant la guerre, nous étions plutôt démunis, comme tout le monde. Mais la famille Bourbon nous a passé quelquefois des morceaux de viande que l'on mettait salés dans un pot en grès. Et on le faisait durer. Il ne s'agissait pas de... Et vos élèves, pendant la guerre, ils avaient des casse-croûtes copieux? Ouais, il n'y avait pas grand-chose. Puisqu'il y en a un, je sais qu'il avait une râpe dans sa poche.
Et alors c'est à ce moment-là qu'on nous a fait distribuer du lait. Alors mon mari avait un grand faitout, il semble qu'il y avait le but à gaz, et on distribuait des timbales de lait. Il y en a qui en prenaient deux timbales, 2 gobelets, d'autres, 1 ou 2 qui n'en voulaient pas, mais... C'est-à-dire à quel moment, ça, pendant la guerre? Pendant la guerre, oui. Mais il y avait toujours les rations en sucre, en huile. À cette époque, les gens allaient au bois des oliviers, faisaient des incisions dans les sapins, la résine coulait un petit peu, on achetait 1 kilo de gras, de mauvais gras chez M. Latal, boucher, on y mettait 1 litre de soude et de la résine, et on faisait du savon. Et le savon, on le mettait dans des boîtes à chaussures et après on le découpait en carrés. Et j'ai fait du cirage, moi avec un peu de suie et un peu de cire. C'est un cirage qui fonctionnait très bien. Et pendant la guerre, donc, on n'avait pas grand-chose. Monsieur Maurice Barral nous a vendu un petit cochon qui faisait 42 kilos. On l'a enfermé le soir. Et puis le lendemain matin, à 5 heures, Bouboule, M. Chervier, Bouboule, qui habitait dans la maison Borgna, eh ben, il nous le tuait. Il fallait que personne ne sache, c'est que le petit cochon ne crie pas. Vous l'avez bâillonné? Et quand on a cru faire du boudin, on avait 1 litre de lait dans la salle à manger, et il n'y avait qu'un bloc de glace, tellement il faisait beau. Il existait une bibliothèque où il y avait pas mal de livres, mais il y avait très peu de clients. Il y avait la mère Puillet qui venait, mais très peu de clients qui venaient en prendre. Mais on nous a demandé la liste des livres de la bibliothèque et on nous a fait expurger les titres. En somme, on nous a enlevé 12 volumes parce qu'il ne fallait pas que, je sais pas, qu'ils soient tendancieux. Et on nous a demandé de fournir les preuves comme quoi nous n'avions aucune appartenance juive de la part de l'Académie. Alors mon mari a fait venir du Cantal les papiers nécessaires et il a prouvé en somme qu'il n'était pas juif, moi non plus. Avec Madame Boissier, c'est-à-dire l'école de filles et l'école de garçons, nous sommes allés visiter l'usine des cocons. Qui était là-bas, oui. Alors il y avait des hangars. Sous ces hangars, il y avait une énorme pile de draps sales d'hôpital. À côté, il y avait une pile de corsets roses. Et à côté, je ne sais plus quoi. Alors, on l'a vu, parce que l'usine, c'était une usine d'effilochage. Ils avaient, je ne sais pas, des outils pour en faire de la charpie, en somme. Puis tout ce qu'ils obtenaient, ils l'envoyaient à court. C'était pour fabriquer les couvertures à court et fabriquer en somme de tissu. Et eux, ils faisaient quoi? La bourre, en somme. Ce jour-là, M. Corgier a dit, Madame Boissier, voyez tous ces corsets, c'est bien triste, mais ils ont tous des petits, vous savez, des petits machins de cuivre, des petits trous de cuivre. Vous savez, vous pourriez peut-être employer les enfants pour enlever tous les machins de cuivre qui sont gênants. Oh, elle a dit, Dieu du ciel, jamais de la vie. Mes enfants ne viendront jamais s'occuper d'un tel travail. On n'y est jamais retourné. Les corsets venaient d'où? C'était peut-être des corsets de gens qui avaient été gazés, j'en sais rien. Tout à fait, oui. Il n'existait aucune sortie, mais mon mari avait pris l'habitude, fin juillet, on menait les 2 classes dans les bois des Oliviers. C'était la grande sortie annuelle. Les enfants s'en donnaient à cœur joie, ils grimpaient dans les arbres, enfin, c'était la grande liberté. Et il n'y avait ni mer, ni rien du tout, mais une sortie aux Oliviers. Mais nous avons été ravis de notre séjour pendant 18 ans. Et mon mari a eu beaucoup de succès aux examens. Et à notre arrivée, nous avons eu le premier du canton. Et le premier du canton, c'était Raymond Barra. Alors pour un instituteur à l'époque, avoir le premier du canton, c'était quelque chose de oui, bien. Le premier, puis le 3e, je crois, alors c'était quelque chose.
voici le tube, un tube d'encre violette. Il suffisait d'ouvrir ce tube, de mettre la poudre dans un litre d'eau, de mettre de l'eau, d'agiter longuement, et le lendemain, on pouvait garnir les encriers. Mais au bout d'un an, souvent, l'encre dans les encriers, il y avait un petit peu de la boue plus ou moins épaisse, et il fallait nettoyer les encriers chaque année. Et voilà. L'encre violette. Et avec les plumes, les porte-plumes. Vous en servez de temps en temps, Madame Poisson? Ben, jamais. Vous n'avez pas gardé un seul porte-plume de temps en temps pour écrire à la plume? Ah non, jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est périmé. Vous n'avez même pas acheté vos plumes? Non, même pas. Alors vous avez carrément apporté le passé, là. Ah ben, bien sûr, il faut un petit peu se moderniser. Quel âge avez-vous, Madame Poisson? Je vais avoir 88 ans. 21 décembre. 88 ans. À Saint-Claude, derrière cette modeste façade, se cache un petit commerce qui veut à tout prix survivre. Marie-Paul, la propriétaire depuis 1974, est née à Saint-Claude et entend bien y rester. Quelle est sa principale clientèle? La principale clientèle, c'est surtout les personnes âgées, les gens de 50 ans et plus, le club du 3e âge, qui vient jouer aux cartes tous les jeudis, et puis tous les jours, il y a des joueurs tous les après-midi. Les gens aiment beaucoup jouer aux cartes chez nous. Puis autrement, un petit peu les jeunes, et puis les plus jeunes, puisque maintenant j'ai la cantine. Vous avez combien d'enfants à la cantine? Entre 8 et 12 tous les jours. On trouve encore des sabots chez vous. Vous pouvez m'expliquer pour quelles raisons? Bah d'abord pour la Saint-Nicolas, parce que maintenant ça va être la saison. Les jeunes qui ont 30 ans et qui ne sont pas mariés, les jeunes garçons, fêtent la Saint-Nicolas. Et puis aussi on en vend pas mal pour les jardins, pour les personnes d'un peu d'un âge qui ont l'habitude de porter des sabots. C'est pas vous qui les fabriquez, je suppose. Vous trouvez encore un fournisseur? Oui, on a un sabotier à Renaison. C'est le dernier en France? Non, je crois qu'il en reste 15 en France. D'après ce qu'on entend à la télévision de temps en temps, ils sont 15 encore. Est-ce qu'un commerce comme le vôtre est viable maintenant en campagne? Si on n'est pas trop exigeant, oui. Il faut y aimer, hein. C'est comme tous les métiers artisanaux, il faut surtout y aimer et pas regarder trop les heures qu'on fait, parce que si on regarde les heures et qu'on divise la paye, je crois qu'on s'en irait vite en courant, mais je crois que c'est l'amour de son métier déjà avant tout. Hein. On m'a dit que vous étiez également la présidente fondatrice du club du 3e âge, mais vous n'êtes pas tellement vieille pour avoir Bah, je ne accepté suis ça. pas encore à l'âge de la retraite, mais enfin je leur aide en même temps. Ça me permet. Ils sont nombreux? Ils sont 35 à peu près. Parce qu'on a 3 clubs qui sont liés un petit peu les uns aux autres. Pinel, Cublis, Saint-Claude. Vous tenez ici? Oui, c'est chez là, dans la salle. Ils ont même fait des jolis cadres pour... La présidente est contente? Bien sûr. Bien sûr. Alors, si je comprends bien, ici, c'est le local et du club et du restaurant scolaire. Oui. Très bien. Alors, vos enfants se mettent ici. Ouais. Et les anciens sont combien chaque semaine, à peu près? Oh, une vingtaine de pains. Hier, ils étaient 25, mais c'est pas tous les jours, toutes les fois qu'ils sont aussi nombreux quand même. Elisabeth, Marie, bonjour.
Finalement, vous vendez quoi dans votre supermarché? Ben, je fais café, épicerie, tabac, des pots de gaz, des pots de pain, qui est important pour tous les jours, un petit peu de mercerie. Ouais, Là, je vois que vous préparez Noël déjà. Ah bah oui. Vous avez reçu Oui, on vous avez reçu les cartes. les cartes de bonne année, les chocolats bien entendu, les bougies d'illumination, Les petits lulus du 8 tout ce décembre. qu'on peut vendre, tout ce qui peut attirer, les jouets pour les enfants. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous ne vendez pas? Je sais pas. Si on veut tenir, il faut avoir un petit peu de tout. Si on veut que les gens trouvent au moins le nécessaire, on ne peut pas avoir tout, mais au moins le nécessaire. Et comment il s'appellerait votre magasin si vous deviez lui donner un nom? J'ai vu qu'il n'y avait pas de nom sur l'aventure. Je ne me suis jamais posé la question. En effet, pourquoi trouver un nom puisque chez Marie-Paul, ça suffit. La maîtresse qui figure sur cette photo a remplacé Madame Poinçon pendant quelque temps. On a pu reconnaître, entre autres, Jean-Luc Place, Robert Montibert, un des frères Doucet, Daniel Sambardier, René Fessy, et l'autre frère Doucet. Dumort, Paul Descours, Roger Montibert, Dumort, René Olise, Mimi Poulette. Antoine Dorieux, Falatico, Bernard Descours, Michel Chartier. Roger Guillermin, Bernard Saunier. À côté de Monsieur Poinçon, Bansillon, Nano Corté, Raymond Côte, Paul Vignon, Toral, Bonabo, Michel Giraud, Maurice Goutte-Noir, Gérard Mouton, Michel Bertinier, Michou, Van Ardois et Robert Descours. Michel Goutte-Noir, Francis Bronchard, Jacques Thomas, Jean-Paul Bourbon, René Rosier, Roland Patet, Guy Borgna et Robert Nivière.
Oui. Ont obtenu le candidat numéro 1, Pascal Clément, 174 voix, soit 38,58. Le Front National, 58 voix avec un pourcentage de 12,86 dans notre commune. Sabine Pérouse, candidate présentée par M. De Villiers, 9 voix, 2%. On va lui donner 2%. Dominique Fruleux, 129 voix, soit 28,60. Régis Husson, 16, 3,54%. Christian Prat, l'autre candidat présenté par les Verts, 17, 3,76. Et Marie Pouillet, donc le Parti communiste, 48 voix avec 10,64. Rendez-vous peut-être la semaine prochaine. Vous suivez vos informations et vos médias habituels. Merci. On va d'abord regarder. Attendez. Vérifier. 248. 124, Pascal Clément et 10. Donc Pascal Clément, 224 voix, 47,35% des exprimés, et Dominique Fruleux, 249 voix, 502,65. Voilà. On commence, si vous le voulez bien, avec la 6e circonscription, c'est Feur. Et avec la réélection de Pascal Clément, pour la première fois dans son histoire de député, il était élu depuis 1978, et bien pour la première fois, il était en ballottage à l'issue de ce premier tour, ballottage face à la candidate socialiste Dominique Fruleux. Pascal Clément est donc réélu avec 55,4% des suffrages. Dominique Fruleux a obtenu, elle vous l'avez vu, 44,6% des suffrages. Pascal Clément garde donc la 6e circonscription. La participation pour ce deuxième tour était de 71,4%. Si la bleue elle parle. Il y a pratiquement point de calonnette. Ah ouais. Oh ouais. Il y a tes engins. Faut pas faire de la pluie. C'est ça le problème. Il n'y a pas de problème pour l'hiver.
Alors, monsieur Desplanches, vous pouvez m'expliquer comment il se passe ce concours? Eh bien, ma foi, vous voyez, nous sommes au début du concours en 1997. Il a fait beau pendant une quinzaine de jours. Aujourd'hui, le ciel est voilé. Mais enfin, je crois qu'il faut quand même pas perdre le moral. Et ma foi, les hostilités ont commencé. C'est-à-dire qu'à 8 heures, nous prenons les inscriptions. Et puis, le concours commence de 9 heures à 11 heures pour 2 heures de pêche. Voilà. Et alors, au bout de ces 11 heures, au bout de c'est individuel. Oui. Et au bout de ces 11 heures, on fait le tour des pêcheurs et on fait la pesée. D'accord. Alors, les points sont au poids et au nombre. Voilà. Et celui qui a le plus grand nombre de points est gagnant. Voilà. Ouais. Et là, une première partie est finie du concours? Alors, le matin, c'est terminé à 11 heures. Et l'après-midi, c'est par équipe de 2. Par équipe de 2, c'est-à-dire qu'on recommence à 15 heures jusqu'à 17 heures. Alors ils se mettent par 2 et c'est le même système. Voilà. Sauf que c'est en doublette. Et on peut dire, pratiquement, il y a buffet, buvette, on peut rester à midi. Voilà. À midi, on mange quoi chez vous là? Oh, on a c'est des merguez, oui, des d'accord. saucisses, les sandwichs. On peut pas faire de la grande cuisine. Voilà. Eh bien, je vous souhaite bonne réussite. Ouais, oui, vous avez beaucoup d'inscriptions déjà? Hein? Vous avez beaucoup d'inscriptions? Je crois qu'il y en a 35. Est-ce que c'est bien pour un concours? Ben oui, chaque année on augmente. Oh, c'est très bien. Et c'est quel numéro dans le concours? C'est le combien? Oh, non, il n'y a pas de... Non, ce que je veux dire, c'est votre deuxième, troisième, quatrième... Cinquième concours. Et vous voyez, chaque année on en a pris un petit peu plus. Alors, dans 10 ans, on va peut-être refuser du monde, j'en sais rien. Ah ben, c'est très bien. Merci, bonne journée. Merci, monsieur le président. Oh, non. Allez, ils remettent après, parce que c'est un thermo. Mais autrement, il y a celui-là à faire déjà, c'est un thermo aussi. Et il y a du frappe d'enregistrement. Combien d'inscrits en ce moment, hein? Actuellement 32 inscrits. Mais enfin, c'est encore pas fini. C'est notre record, hein, parce qu'on était à 27 l'année dernière. 27 en tout? Oui. Le matin, oui. D'accord. Mais on a eu... Notre plus bas, c'était 11. Et Michel, tu l'annonces qu'il y a... Qu'est-ce qu'il y a à gagner là? Qu'est-ce qu'on gagne, M. Geoffroy? Dites-moi là, on gagne quoi là? Regarde, les prix là. Donc, hein, regarde, il n'y a même pas à causer, il n'y a qu'à prendre la photo. Voilà, regarde. Alors les prix. Alors l'individuel, le soir là. Alors en espèces, ah oui, d'accord. Hein? Meilleure toile. Vous en avez pris beaucoup? Un autre de plus, ah si, il y a une petite perche plus grande.
Est-ce que c'est bon? 840 grammes. Alors ça va finir un contrôle. C'est bon? Ça va faire... Alors combien il y a de poids là? Alors, premier, 2845 points. Renard, 610 points. La Chaverque, 570 points. Roger. Vous avez le moral, hein? Roger Annie. Ah, première dame. D'Arabe Noah, 310 points. C'est un honneur pour moi aujourd'hui donc de recevoir tous les anciens et les anciennes pour le 40e anniversaire de l'Espérance Basket. Pendant toute la journée, on a vu défiler toutes nos équipes de jeunes. Là, en ce moment, on a une équipe d'anciennes joueuses filles et l'équipe locale, enfin de Saint-Victor, qui joue en ce moment. Match donc très serré, puisque le score il y a 12 à 10, dans une ambiance très très chaude. Et puis, pour moi, c'est aussi de recevoir M. Déal, ici présent, dans la salle, qui a fondé la société, l'Espérance Basket, donc en mai 1957. Donc, pour moi, c'est un honneur de le recevoir aujourd'hui. Bon, est-ce que tu pourrais me dire quelles sont les festivités qui ont été prévues pour le 40e anniversaire du basket? Donc, pour ce 40e anniversaire, l'Espérance Basket a organisé des rencontres. Donc, des rencontres au niveau basket jeune. Toutes nos équipes ont joué, Benjamin, minime filles, minime garçons, cadettes, senior filles, avec des équipes locales, d'ailleurs que je remercie d'être venus aujourd'hui. Donc cette soirée se terminera par des rencontres d'anciens joueurs, avec d'anciennes joueuses. Ensuite, un petit verre d'apéritif pour récompenser tout le monde. Demain, dimanche 8 juin, un jour très important donc, pour notre société. Nous ferons un vin d'honneur prévu vers 11h pour toute la population. Ensuite, après ce vin d'honneur qui aura lieu, un repas sera prévu donc, pour tous ceux qui désiraient participer à ce repas, et avec un petit bal dansant. Donc c'est tous un repas dansant qui aura lieu et la festivité se terminera, je pense, peut-être tard dans la nuit ou peut-être tôt, suivant les emplois de chacun. Et l'avenir pour l'Espérance Basket, est-ce qu'il se dessine en rose? L'avenir pour l'Espérance Basket n'est pas tout à fait en rose, c'est dommage. On a maintenant des difficultés à garder nos jeunes. Les jeunes ont tendance à partir un petit peu à l'extérieur avec les études. On a tendance à ne plus avoir de mordant au niveau de cette jeunesse. Et c'est dommage parce que là, cette année, on a d'ailleurs fait une entente avec l'équipe senior garçon avec un petit. Une entente où on a été obligé parce qu'on n'avait plus que 3 joueurs sur une équipe, donc c'est très très maigre. Donc cette année, cette équipe va être dissoute puisqu'on ne peut plus avoir une entente de nouveau, puisque ça dure que sur une seule année. Donc cette équipe senior va disparaître. Cette société, vous l'avez montée il y a donc 40 ans, puisque aujourd'hui on fête le 40e anniversaire. Vous pouvez me raconter donc à quelle occasion, Monsieur Déal? Eh bien, l'occasion s'est présentée un peu bizarrement parce que je suis venu au Tisage Passo, il y a un peu plus de 40 ans, et j'avais été muté à la grêle parce que notre directeur de la grêle s'en allait et il faisait pour contremaître de tissage. Alors je l'avais remplacé, et puis avec des jeunes de la grêle qui avaient envie de jouer au basket, eh bien, on avait fait un terrain, et puis bon, ça s'est bien passé. Je suis resté quelques années à la grêle. Et puis l'usine est fermée, je suis redescendu à Saint-Victor. Et c'est là que j'ai retrouvé des jeunes aussi qui avaient envie de faire du basket. Et comme j'étais bien parti, j'étais lancé, donc on a lancé ça ensemble, donc il y a 40 ans.
Qu'est-ce qu'il y avait dans les pionniers avec vous là? Quelques noms? Eh ben, dans les pionniers au point de vue joueur, il y en avait une bande, ils étaient jeunes, moi j'étais déjà un ancien, donc Robert Prosperi, Paul Descours, Bernard Descours, Montibert, René Michon, Toral aussi. Claude Godard. Oui, Claude Godard, les plus jeunes. Alors aussi, il y a une petite question. Avant, ça s'appelait Paul Espérance Basket, je crois. Ça s'appelait, il y avait un autre nom quand vous avez commencé, non? C'était pas vraiment, il en parlait souvent, et il me disait que ça s'appelait Paul Espérance Basket. C'était une entente de société quand ça démarrait. Entente sportive. Voilà, il faut dire qu'au départ, lorsque j'ai monté à Saint-Victor, il y a eu le sud des écoles qui, à l'époque, avait envie de monter quelque chose. Mais au-dessus, là, vous savez, au-dessus de la gare, là. Voilà. L'ancien terrain dessous des écoles. Et c'est là que peut-être que ça a motivé un petit peu les petits Passot, en disant, ben, on a M. Guermain qui possédait la carrière, on a dit, nous on aménagera. Bon, M. Passot, qui était donc un industriel ici, a dit, bon, ben, nous on fournira les panneaux, et puis on a fait le travail, on a aménagé le terrain, on a fait le vestiaire, on a fait les cabinets, on a fait une petite buvette, enfin. C'est là qu'est née l'Espérance. C'est comme ça qu'est née l'Espérance. Pour le 40e anniversaire de l'Espérance Basket, j'ai un plaisir d'accueillir un petit peu tous les anciens hier. Une majorité était présente, c'est très bien. Une soirée qui s'est très bien passée. Donc aujourd'hui, on va passer plus aux festivités qui seront plus agréables. Donc je vais appeler Monsieur Déal Georges, et qu'on applaudit bien sûr. Donc je vais vous remettre, c'est une peinture qui a été faite par Monsieur Cheval et qui nous a offert gracieusement ces peintures, et une affiche qui nous a faite avec tous les sponsors qu'on a sur notre affiche de Saint-Victor. Donc c'est un petit gadget, mais je pense que ça sera lui apprécié. Voilà. Donc avec tous mes remerciements pour avoir monté la société. Voilà. Je vous remercie. Alors, comme l'a dit votre président tout à l'heure, c'est aussi la fin d'année, c'est comme l'année scolaire, c'est l'année des récompenses aussi. Alors je voudrais remettre la médaille de bronze de la Fédération française de basket à Dominique Chartier. Je vous dirais que c'est pas la plus ancienne basketteuse sur la région rouennaise, mais c'est une des plus anciennes encore en activité. Elle n'a jamais quitté ce club-là, bien qu'elle ait fait une petite aparté, je crois, quand elle était très jeune à l'AS Roanne. Mais elle est toujours restée fidèle à ce club de Saint-Victor, et c'est pour tout ce qu'elle a apporté au basket de Saint-Victor que je voudrais lui remettre cette médaille de fédération très méritée. La capitaine de l'équipe féminine qui a joué à certains matchs à Pont-Rambouze et qui ont coûté très cher au club de Saint-Victor cette année. Alors en dédommagement des frais qu'elles ont occasionnés au club de Saint-Victor, alors je vais lui offrir le ballon. Alors cette société au départ, il a supposé un peu plus tard, et vous verrez les photos, construire le vestiaire. Il fallait construire des toilettes, c'était déneiger le terrain avant de jouer, c'était, bien sûr, ce n'était pas un terrain goudronné, donc on ressortait plutôt sale, donc il fallait se laver. C'était les déplacements dans une camionnette traitée par les tissages Passot, mais enfin c'était une ambiance et on passait, nous, Saint-Victor-sur-Ain pour avoir de la condition physique. Ou de la condition tout court. Alors ça voulait dire ce que ça voulait dire, quoi. On utilisait tous les moyens, y compris son poids ou les petites astuces. Enfin bref, on a mené une carrière assez brillante.
Ah, c'est toi qui as fait ça, Bernard? Hein? Oui. Tu t'es lancé dans les fleurs? Cet été. Tu as fait ça cet été, où ça? C'est les fleurs d'où? J'ai fait ça à Vanoise. Tu passes à Paris à Vanoise cet été. J'ai fait une série de photos. C'est bien sur les fleurs. Après cette commémoration du 11 novembre, nous avons l'habitude de récompenser tous ceux qui produisent des efforts pour fleurir. Je tiens à remercier aussi tous ceux et toutes celles qui fleurissent leur maison. Là, cette année, donc, on avait un jury de la commune de Saint-Jean-la-Bussière. Donc, c'était Madame Chevret. Et elle m'a donné le résultat. Donc là, je vais l'annoncer. On avait donc 2 catégories, maison avec jardin et balcon fleuri. Et c'est l'équipe de Saint-Victor qui est allée à Saint-Jean. Donc c'est monsieur, oui, c'est ça, c'est monsieur Échevan Claude. Bravo. Je ne sais pas si c'est ça. Donc deuxième, c'est monsieur Bercher Joseph. C'est 20 ou 19, je sais plus. 19. Madame Chartier-Jacqueline. Ouais. Alors deuxième, Madame Jean-Marie André. Voilà. Troisième, Madame Chartier-Dominique.
Enfin, il est parti, mais... Tu reviens? Il va revenir. D'accord, on va faire... Alors, on en est où? 7h30, 7h15, ça ira? Oui? D'accord. Quel nom? Gérard. C'est noté, merci. À tout à l'heure. Oui? Oui? Alors, une espagnole. Et une pêcheur. Vous voulez pour quelle heure? Vous n'êtes pas trop pressé? 7h30? Oui. C'est bon? À tout à l'heure, merci. Au revoir. Voilà, je vous redonne votre papier. Merci, bonne soirée, au revoir. Oui? Une pêcheur? Pour quelle heure? C'est noté, à tout à l'heure. Au revoir. Vous avez mis combien dans le four? Généralement, on les cuit par deux, mais on peut les cuire jusqu'à 4 par 4, mais le problème, c'est la surface de garnissage. Vous allez ça, bonsoir. Il y a combien de temps de cuisson? Il faut compter 45 secondes, oui. Une petite minute, quoi. Dans la lignée. Alors, tu m'as dit 3, hein? Une part. C'est bon. Tout à l'heure. Vous êtes à combien aujourd'hui, vous savez pas? Combien on Une fait? trentaine, ouais. Oui. Ou une centaine? Une centaine tous les samedis? À peu près, oui. Combien on a dit en 6? Oui, en 6. Oui, un samedi. 3 fromages reblochons. Hein? C'est vous qui préparez la garniture? On prépare tout, ouais, de A à Z. Et le coup de bourre, c'est jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 20h30. Ouais, à peu près. Ça a commencé à quelle heure? 17h. Quel a été votre record de vente de pizza? Hein? Ouais, 130 à peu près. Hein. Un samedi? Un samedi, ouais. Oui, toujours un samedi, ouais. Je vais m'y un petit peu partout quand on est gomme, hein. Comme tout le monde. Le jeu et l'arbitrage, je crois. Oui. L'arbitrage, c'est quelque chose de spécial. À savoir, elle est arbitrée à Panissière, Saint-Germain-Laval, Montchal, de l'autre côté là-haut, Saint-André-d'Alchon, en vélo, en plein hiver. Pas attendre ici. Indemnité, 1 franc. On va faire y croire. Hein. Ça payait même pas une rustine. À l'époque, les joueurs étaient peut-être moins méchants qu'aujourd'hui, non? Ou à Panissière, pour une finale de la Coupe du Rouennais, j'ai fait venir les flics sur le terrain. Parce que ça cognait de partout. Enfin, ils étaient pas loin, ils étaient à la buvette. Hein. Ben, je me suis trouvé, moi, avoir fait l'ascension de Montchal dans la neige. Hein. On faisait pas les routes à l'époque. Bras zéro sur le terrain. Ah oui, d'accord, carrément. Ça, c'était du folklore. Hein. Puis c'était courant de voir l'équipe d'ici descendre jouer au foot à Rouen en vélo. Hein. C'est toute l'équipe? Ouais. Oh, et alors en chantant? Ils étaient bien échauffés en arrivant. Ouais. Puis après, c'était pas alors s'il y en avait qui dans le camion de Ah ben après, il y avait les camions de différentes boîtes. Où le premier camion, la première camionnette qui a véhiculé le foot, on était pendant la guerre, hein, 41-43 je parle. C'était une camionnette des établissements Ferrari.
Elle marchait à l'acétylène, et le plancher était pourri. Alors j'aime autant vous dire, quand on sortait du camion. Il y avait des gaz de pan là-dedans, ou des gaz endormants. Ouais. Et puis après, vous, ça a été les boules. Après, ouais, non. Après, pendant quand même, mais enfin, à fond, ça a été sur Lyon, quoi. Avec le wagon de maréchal. Dites-nous quand même votre score des boules. Oh, bah simplement, bah tiens, il y a 40 ans cette année, champion de France. C'est un anniversaire. Vous avez été champion de France? Oui. Champion de France honneur en 58 à Toulouse. Et puis j'ai gagné la Coupe de France en 62 à Annemasse. J'ai fait un quart de finale à Bellecour, sans parler des autres grands prix, bien sûr. Non, mais c'est surtout... J'ai jamais été voir jouer. La seule fois où j'y ai été, je l'ai fait perdre. Dans le finale à Bellecour, je peux voir demi-finale. Demi-finale à Bellecour. On était avec toute la famille, je ne suis jamais retournée. Vous avez découragé. Mais j'arrivais à quitter le travail le vendredi soir, et puis suivant où on allait, et de rentrer dans la nuit de dimanche à lundi. Hein. Ah oui, et quand vous faites partie d'une équipe valable, hein, vous ne pouvez pas dire, disons, aujourd'hui j'y vais pas. C'est intéressant. Bien sûr. Hein. C'était comme ça. Oui, mais une partie de boule, c'est long, hein, quand même, surtout quand vous jouez à un niveau important, quoi. Ah ben là, pour vous donner une idée, la finale du championnat de France contre Marc de Paris à Toulouse a duré 5h moins quart. Oui, parce que ça y casse un peu, tous les buts sont... C'est-à-dire qu'à l'époque, on allait en 18, hein. Ouais. Une finale. Vous ne jouez plus au boule? Non, j'ai arrêté... Mais vous avez arrêté complètement? En 68, oui. J'ai dit... pendant 25 ans, ma femme est restée à la maison. Il faut prendre une solution, maintenant il faut aller la promener. J'ai fait 7 championnats de France, mais bon, une fois qu'on est dedans, bien sûr, mais j'en suis sorti comme ça, hein, naturellement. Hein. Il y en a qui persistent, non. À partir du moment où déjà je me faisais moins plaisir. Je crois que c'est ça aussi. Il y a l'âge qui arrive, alors on n'occupe plus les mêmes postes. Ce qui fait que, bon, ben, j'ai dit, on va tirer un truc. Voilà. Menée 10-2, la cadrette Guéraud-Jalin-Ducret-Maury laissa les supporters sans souffle. Elle eut le mérite de ne jamais baisser les bras et de ne pas perdre sa cohésion. Elle sut changer de formation quand il le fallait. Ducret abandonna le poste de tireur à Guéraud et dès lors il pointa à la perfection. Ce changement eut un effet psychologique sur le rendement de l'équipe. Ténacité et sang-froid furent les principales qualités de la cadrette lyonnaise qui remporta le titre de champion de France honneur par 18-17.